Bonjour, bienvenue à Dialogue Fidélité. Mon nom est Louis Groslot, vice-président de district chez Fidélité. Ce matin, on a la chance d'avoir avec nous le professeur Luc Godbout, qui est titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Pardon. Bonjour Luc, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien, toi? Oui, très très bien. Donc, on va pouvoir parler un peu plus du dépôt du budget d'hier soir, en fond d'hier après-midi, un budget fédéral qui est annoncé comme étant un budget générationnel. On va parler dans le fond de la nature de ce budget-là ensemble. Donc, je pense que ce qu'on a pour vous ce matin, tout simplement un retour sur le budget, les faits saillants. On va parler un petit peu de perspective économique. On va parler un petit peu aussi des mesures fiscales, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau corporatif pour les entreprises également. Donc, je passe la parole au professeur Godbout, dans le fond, pour qu'on puisse se lancer dans la présentation. Mais juste avant de le faire, on parlait dans le fond, ce qui était annoncé, vraiment, c'était un budget générationnel. Est-ce qu'on a véritablement reçu ce qu'on nous avait promis à ce point-ci, selon toi, Luc? Ben, c'est sûr que budget générationnel, ça met la barre quand même assez haute, là. Donc, le ministre a levé un peu les attentes. Puis là, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire générationnel. C'est un budget qu'on voit tous les 25 ans ou c'est un budget qui est là pour préparer les générations futures? Hmm. Je pense pas qu'on a ni un ni l'autre. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais budget. C'est un budget qui est assez technique. Là, on sent, tu sais, Mark Carney, qui est un technicien ou un technocrate, mais il a fait quand même un budget assez technique, puis c'est ce qu'on pourra présenter dans les prochaines diapos. Là, il a essayé de jouer entre l'équilibre de investir dans un contexte d'incertitude et de faire un peu de rigueur budgétaire. Fait que c'est un équilibre qui est quand même assez dur à faire, là. Non, exact. Puis je pense qu'en termes de, tu sais, sans vouloir vendre le punch aux gens qui nous écoutent, mais en termes de changements importants, est-ce qu'il y a des changements importants, en fond, selon toi, ou des choses qui sont pas aussi marquantes que ce qui avait été annoncé là, il y a de ça quelques années quand on parlait de changement du taux d'inclusion des gains capitaux, bien sûr. Mais Non, il est-ce n'y a qu'il pas y de a, changement il qui y a pas beaucoup heurte de de cette changements? façon-là, mais il y a pour les entreprises, là, il y a quand même on appelle ça la super déduction pour la productivité, là. Donc, il y a quand même des choses pour l'investissement là, qu'on pourra regarder du côté de la fiscalité, mais c'est conditionnel à de l'investissement. Donc, c'est Mhm. une entreprise là, que je dirais pépère, là, qui fait des profits. Il n'y a pas de changement à l'imposition des profits, mais si tu investis massivement, là, l'imposition va devenir soudainement plus attrayante, là. OK, parfait. Donc, on a des choses à discuter. Donc, je te passe la parole, en fond, peut-être pour se lancer un peu plus sur les perspectives économiques. Oui. Vas-y, oui. Ben, je commence ça tranquillement, dans le fond, avec la présentation. Donc, ce qu'on peut voir en termes de perspective économique, là, donc, une croissance. Donc, on n'est pas en récession. Le PIB réel croît à chaque année. Mais on voit, là, on est à 1%, 1,1, 1,2% pour l'année qui se termine et l'année suivante. Puis par la suite, on tourne plus autour de 2 là, pour les années suivantes. Mais il y a un contraste par rapport à la mise à jour économique qui avait été présentée il y a un an. Donc, on Mhm. constate là, cette année une croissance, mais une croissance beaucoup plus modeste que celle qui était prévue il y a un an. Pour l'année qui s'en vient, c'est un peu la même chose. Une croissance est plus modeste que ce qui était annoncé il y a un an. Donc, il y a un bouleversement qui a un effet sur la croissance économique. Puis on voit pour 2027-28, là, encore une fois, la croissance est plus proche d'une tendance naturelle de 2, mais elle est quand même juste une poussière de décimale un peu plus faible que ce qu'on escomptait. Si on va voir, tu sais, parce qu'on est quand même d'un monde d'incertitude, donc dans le budget, c'est quand même assez nouveau, mais ils commencent à mettre des scénarios pessimistes ou optimistes. Bon, j'ai pas cru bon présenter le scénario optimiste, là, donc déjà, si on fait le bon scénario, ça sera bon. Mais j'ai quand même pensé que ça pouvait être intéressant pour les personnes là, qui écoutent la webconférence de regarder. S'il y a un scénario pessimiste qui se produisait, ben on voit que c'est 2026, donc l'année qui s'en vient, qui est la plus à risque là, de voir encore une fois l'économie croître un peu moins que prévu. Donc, le pessimisme serait pour l'année suivante. Pour la suite, ça serait beaucoup plus modeste, là. Puis dans le document du budget, est-ce qu'on explique qu'est-ce qui constitue un budget, un scénario pessimiste en tant que tel? Est-ce que c'est par Ben, rapport aux on met une tarifs série ou. Ouais. d'hypothèses, là, parce que le scénario de base, ce qui est quand même intéressant là, au gouvernement fédéral, là, puis on ne les réalise pas souvent, c'est que dans le scénario de base, quand on parle de croissance économique, là, on prend exactement la croissance moyenne dit par une vingtaine d'économistes des banques, des institutions financières, là, tu sais. Et on prend le chiffre tel quel, puis on fait la moyenne, puis on dit c'est ça la croissance attendue du Canada. Donc, il n'y a D'accord. plus de jugement de valeur à l'intérieur du ministère des Finances. On avait reproché, là, pour remonter à Paul Martin, mais on lui reprochait d'être trop prudent et de ne pas respecter ce qu'on entendait sur le marché. Puis
arrêté de le faire et maintenant, ils prennent vraiment la moyenne des prévisionnistes des institutions financières. Donc, ça, c'est ça. Puis là, ben, là, ils ont posé des hypothèses pour dire, ben, si ce n'est pas ce scénario-là de base qui se produit, qu'est-ce qui pourrait arriver? Et d'autres hypothèses aussi, là, on va sur l'inflation. On se rappelle, il y a quelques années, l'inflation était élevée. Mais là, on voit, tu sais, 2025, on est à 2,1 et toutes les autres années, on est à 2, ce qui est exactement en plein milieu de la fourchette là, de la Banque du Canada. Donc, il ne semble pas y avoir d'enjeu d'inflation. Du côté du chômage, bien, manifestement, le chômage a augmenté, mais 2025 serait l'année où le taux de chômage serait le plus élevé. Déjà l'année prochaine, on aurait un taux de chômage un petit peu plus faible, puis on voit que le chômage, le taux irait en diminuant. Donc, malgré qu'on parle d'incertitude, malgré qu'on parle d'usines qui ont du mal là, à fonctionner à plein régime, il n'y a pas d'explosion attendue du chômage. Par contre, si on le regarderait, c'est un extrait que j'ai pris du budget, si on le regarde par ville, Par bien là, on géographie, voit ouais. que le choc n'est pas le même. Dans des villes, là, on voit principalement en Ontario, Windsor, Toronto, Oshawa, Ottawa, bien là, on voit qu'on est au-dessus sauf Ottawa, là, on est au-dessus de la moyenne canadienne. Puis on voit que Montréal s'en tire plutôt bien, là, avec un taux de chômage inférieur à la moyenne. Donc, le choc est pas le même selon où on se situe au Canada. Et donc, je pense que pour l'instant, on peut dire que Montréal s'en tire plutôt bien, mais probablement l'ensemble du Québec également, là, Puis, dans le en fond, termes en de termes marché du travail. ouais, puis en termes de chômage, dans le fond, ou de baisse du taux de chômage à venir, est-ce qu'on estime que les investissements qui vont être faits éventuellement vont faire en sorte que l'économie va être plus dynamique? C'est un peu ce qu'on estime C'est dans ce un peu ce budget-là? qu'on oui, c'est un peu ce qu'on anticipe un peu, là. Donc, il y a quand même, c'est un budget expansionniste, un budget qui soutient l'investissement. On va voir les mesures fiscales dans quelques minutes, mais ça devrait soutenir effectivement le marché du travail. Il y a un autre constat qui a été fait, puis c'est pour ça que ce n'est pas des baisses d'impôts sur le taux d'imposition des profits, mais plus sur l'investissement, parce qu'on constate qu'on a un enjeu de productivité. Tu sais, si on regarde les 10 dernières années là, au Canada, ou même un peu plus, là, il y a un enjeu. Tu sais, les heures, la valeur d'une heure travaillée n'a pas beaucoup augmenté comparativement aux autres juridictions. Puis là, si on prend les pays du G7, bien, on s'aperçoit qu'on a un écart de productivité, là, notamment avec les États-Unis, qui est quand même assez considérable. Et donc, ça milite également pour qu'on travaille sur l'investissement des entreprises, parce que normalement, après qu'il y ait eu des investissements des entreprises, une heure travaillée va rapporter plus. Tu sais, chaque heure travaillée devrait être plus rentable. C'est-à-dire que les vieilles déclarations de Lucien Bouchard il y a 20 ans étaient pas très, très loin de de la réalité, c'est un peu ça? C'est un peu ça, sauf que c'est sûr que les gens avaient mal interprété Lucien Bouchard. Là. Ils avaient compris que ça prenait un fouet dans le dos pour que les gens travaillent plus fort. C'est pas nécessairement travailler plus fort, c'est travailler avec du meilleur équipement, la productivité essentiellement. C'est pas nécessairement travailler plus d'heures, mais c'est que chaque heure travaillée vaut plus. Je fais un petit Est-ce qu'il y détour. a excuse-moi, je veux juste continuer un peu sur cette ligne de pensée-là. Est-ce que dans le fond, c'est quoi les mesures? On parle on a des problèmes de productivité, puis ce serait bien, dans le fond, d'améliorer ça. Est-ce qu'il y a des mesures concrètes dans le budget pour s'attaquer à ça? Est-ce qu'il C'est y a vraiment l'investissement des entreprises là, dans Parfait. de la machinerie, équipement, là, qui est le fer de lance pour ça. C'est sûr que OK. c'est pas tout le monde, là, c'est pas tout le monde qui travaille en usine. Là. Donc, ça, c'est pour augmenter la productivité vraiment pour ceux qui travaillent davantage en fabrication, transformation, ce qui est un pas important de l'économie. Mais c'est sûr que si on travaille dans une institution financière, l'investissement en outils En machinerie lourde, ouais. Ouais. c'est différent, là, c'est ça. T'sais. Je Je fais un comprends. petit détour par le sol budgétaire. Euh, la première bonne nouvelle, c'est si on regarde 2024-25, ben, le déficit réel du budget, 36 milliards, est plus faible que ce qu'on avait escompté il y a un an. Mais par contre, vous voyez tous les autres années, là, donc c'est là qu'on voit le choix gouvernemental là, de dépenser plus. Après ça, on verra la forme de dépense, là, mais de dépenser plus. Mais là, on est à 78 milliards de déficit pour l'année en cours et on s'en va à 65, 63. Vous voyez, autour de 60 milliards là, quand même pour les années suivantes. OK. Il n'y a pas de discussion d'un retour à un équilibre budgétaire éventuel. Il n'y a pas de cible par rapport à ça non plus. Le seul élément qu'il y a par rapport au retour à l'équilibre budgétaire, mais c'est une définition qui ont changé. Eux, ils ont commencé à distinguer les dépenses entre des dépenses de fonctionnement, dépenses courantes, et des dépenses d'investissement du gouvernement. Et là, D'accord. ce que je vous montre,
c'est leur nouvel ancrage, dans le fond, et on voit qu'eux, ils disent qu'on va retrouver l'équilibre budgétaire des dépenses de fonctionnement à partir de 2028-29. Mais si vous regardez l'année passée, 2024-25, on était seulement à 4 milliards de déficit de dépenses courantes. Donc, ce n'est pas si ambitieux que ça, retrouver l'équilibre. Je comprends que cette année, le déficit des dépenses courantes est plus fort. Ça découle notamment de gestes que le gouvernement a choisi de faire, enlever les changements à l'inclusion du gain capital, enlever la tarification. Donc, ils se sont privés de revenus qui fait qu'il y a un déficit plus grand de fonctionnement. Mais vous voyez que rapidement, cette cible-là est facile à atteindre. Mais Mhm. c'est tout ce qu'on met dans dépenses d'investissement, où là, on peut voir qu'on est à 56 à 58, 59, on est à 60 milliards par année qu'on veut faire dans les prochaines années en termes de dépenses d'investissement. Et ça, c'est au sens large, parce que leur définition de dépenses d'investissement, c'est ce qu'eux Ouais. vont faire en investissement, mais aussi les crédits d'impôt qu'ils donnent aux entreprises pour investir, ils appellent ça aussi une dépense d'investissement, alors que c'est plus Ben, une c'est un perte peu de ma question. recettes. C'est un peu ma question. À partir du moment qu'on change le cadre puis qu'on dit, mais il va y avoir quelque chose qui va s'appeler investissement en capital, puis d'autres choses qui vont s'appeler le fonctionnement, les dépenses de fonctionnement, est-ce qu'il y a une. Donc, c'est eux-mêmes qui vont décider qu'est-ce qu'ils décident qui est un investissement en capital ou un investissement courant. Est-ce qu'on a joué un peu avec la définition de ces termes-là? On peut dire qu'on a joué un peu avec la définition pour que le retour à l'équilibre budgétaire dépenses courantes soit facile à réaliser. Mais D'accord. cela dit, tu sais pas, moi j'avais peur, j'anticipais d'être choqué quand je verrais le budget en disant, mais là, Ah, vous jouez avec les définitions. Mais dans le fond, là, tu sais, ça dure à peu près 2 pages dans le budget, 400 pages. Ils ont pas, tu sais, ils mentionnent à toutes les fois qu'ils parlent du déficit, ils parlent du bon déficit là, qui est 78 milliards. Là. Tu sais, OK, ils OK. n'ont pas commencé à dire notre déficit est 33 puis il s'en va à zéro. Là. Ils ont quand même dit Ils voici assument le notre. 78, je Il comprends. suit, Ouais. ouais, fait qu'il n'y a pas de changement dans la comptabilité publique, puis les tableaux montrent les bons déficits réels. Là, tu sais. OK, bon, d'accord. Puis, juste une petite chose avant, peut-être qu'on peut revenir un peu avant aussi. J'étais curieux de savoir, on parle pour l'exercice 2024-2025, finalement, on est un peu moins déficitaire que ce qu'on aurait appréhendé. Est-ce que c'est plus de revenus? Est-ce que c'est moins de dépenses? Est-ce que c'est des revenus exceptionnels parce qu'il y a des gens qui ont cristallisé des gains en capitaux l'an passé? Oui, il y a un peu de ça. Là. OK, Je peux pas le séparer, mais c'est sûr que quand on dit on va changer le taux d'inclusion en milieu d'année, il y a des gens qui ont agi en qui ont fait des vraies conséquence. transactions. Puis aujourd'hui, on peut leur dire vous l'avez fait pour rien, mais c'est facile à dire après coup. Là, mais Oui, donc, donc ça a contribué à avoir. Mais c'était déjà un peu anticipé par le gouvernement. Fait que je ne sais pas d'accord. jusqu'à quel point ça a pu avoir plus d'effet. Mais manifestement, l'année s'est mieux déroulée qu'escompté, malgré la turbulence économique qu'on Exact. anticipait. Mais là, pour les années actuelles, c'est vraiment là, c'est de l'injection de dépenses que le gouvernement a fait, puis les abolitions de certaines sources de revenus qui contribuent à un déficit plus important. Là. OK. Puis, bon, maintenant, si on parle d'investissement en capital, est-ce qu'il y a une liste d'épicerie? Dans le fond, on parle de quoi quand on parle d'investissement en capital important? On a entendu parler évidemment de tout ce qui est côté défense, dans le fond, qui est à venir. Est-ce qu'il y a C'est d'autres ça. choses qui sont données par le gouvernement comme liste d'épicerie ou de projets dans lesquels on va Ben, investir? je vais vous montrer tantôt, comme sur 5 ans, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Là. D'accord. Ici, avec leur définition, ce que aussi, l'autre élément que j'ai aimé, c'est que dans la définition de capital, ils ont aussi reculé dans le temps, pour dire si on avait eu cette même définition-là, voici l'importance des dépenses en capital que nous aurions fait. Puis là, moi, je les ai mis pour que ça soit hein, comparable dans le temps, je les ai mis en pourcentage du PIB. Mais Mhm. on voit assez bien là, que entre 2005 jusqu'avant la pandémie, c'était le même niveau de dépenses avec la même définition, là, dépenses de capital. On voit qu'avec la pandémie, ça a augmenté. Puis on voit avec le budget actuel que ça va subir un choc. Et donc, il y a vraiment un effort pour les déficits s'expliquent davantage par des investissements en capital avec une définition uniforme dans le OK, temps. Là. dans le temps. Et là, eux, ils avaient parlé d'un ancrage, de dire on veut, à part retrouver l'équilibre budgétaire au sens des dépenses courantes pour 28-29, ils ont dit on veut que le déficit en pourcentage du PIB soit décroissant. Donc, il l'est. Mais si on se rappelle les cibles de Mme Freeland comme ministre des Finances, elle avait aussi cet ancrage-là, puis elle avait des chiffres beaucoup plus bas. Donc, pour 26-27, elle était déjà à 1% du PIB en déficit budgétaire. On est au double, puis on voit que ça diminue quand même assez lentement. Là. Ici, je voulais juste vous montrer un peu l'effort qui est fait aux dépenses. Bon, premièrement, du côté je n'ai pas les chiffres sous les yeux, là, mais la,
la croissance des dépenses de programme 2025 par rapport à 2024 est manifeste, mais vous voyez que par la suite, ça croît beaucoup plus lentement en termes de charges de programme. Donc, c'est là que l'effort va commencer à être fait là, à partir des années suivantes. Puis si vous regardez le service de la dette, là, qui est plus petit en rouge vin au-dessus, bien, vous voyez quand même là, que plus on Une avance, là, progression, là. plus Ouais. il y a une croissance quand même. Là. Tu sais, je vais vous laisser calculer les financiers, là, mais en pourcentage, on est quand même d'un pourcentage. La croissance du service de la dette augmente plus vite que la croissance des autres charges, puis augmente plus vite que les revenus, puis augmente plus vite que la croissance économique. Je ne Mhm. suis pas en train de dire que c'est alarmant, mais je suis en train de dire qu'il faut quand même Faut le le prendre surveiller en quand compte même, ouais. à force d'augmenter le déficit. Puis Et juste pour revenir en termes de charges pour, dans le fond, des programmes aussi, il n'y a pas de plafonnement non plus, il n'y a pas de coupure en tant que tel. Ce qu'on voit, c'est juste qu'on essaie de limiter la croissance de ces charges-là sans nécessairement sabrer à aucun endroit, grosso modo. ben, on sabre. Ben, quand on revient à la diapo suivante, là, il y avait une annonce d'examen des dépenses du Ouais. gouvernement avec une cible de réduction de 15 des dépenses d'ici 2028-29. Mais c'est encore une fois, c'est dans les dépenses de fonctionnement du gouvernement. Donc, dans cette analyse-là, tout ce qui est crédit d'impôt remboursable, tout ce qui est transfert aux individus, ce qui était transfert aux provinces, les programmes financés par les mesures fiscales, le programme de soutien à l'investissement, ça ne fait pas partie de la volonté de couper dans les dépenses. Mais si on regarde, c'est une portion plus petite des dépenses de programme, qui est les programmes directs du gouvernement, celui qui est du gouvernement fédéral, là, hors transfert aux provinces, aux individus et mesures fiscales. Dans les 10 dernières années, ça avait cru de 8 par année. Dans les 4 prochaines, ça va croître à moins de 1 par année, 0,5. Donc, il y a vraiment un effort. Ces dépenses-là vont diminuer en pourcentage du PIB de 1 point en 4 ans. Donc, c'est là que se fait l'effort de réduction. Mais à travers ça, il y a des efforts aussi de dépenses. Là, c'est ça, tantôt, tu demandais à quoi vont ressembler les nouvelles Ouais. initiatives. Oui. Bien, les nouvelles initiatives, tu sais, c'est 56 milliards du côté de préserver la souveraineté et la sécurité du Canada. Si on s'entend, c'est dépenses d'armée, dépenses militaires, dépenses de gendarmerie pour la frontière, etc. Après ça, donner plus de pouvoir aux Canadiens. Là, il y a un volet pouvoir d'achat, mais il y a un volet, etc. Puis là, tu vois, ben, on voit tous les éléments là, qui se dispersent. Mais c'est comme ça qu'on mesure les nouvelles initiatives. Mais la moitié de ces nouvelles initiatives-là se financent par des coupures ailleurs dans d'autres mesures budgétaires, là, en partie. OK, je comprends. Donc, on se garde, en fond, on définit certains postes de dépenses, mais en même temps, ils Ouais, sont relativement vagues, donc on va pouvoir se laisser une porte de sortie. une petite Mais il y a porte de des efforts qui sortie. vont être faits quand même. OK. C'est ça. Là, il me reste quelques diapos avant qu'on arrive aux mesures fiscales, mais vraiment juste les frais de la dette, les intérêts qu'on paye sur la dette. J'ai dit qu'ils augmentaient plus vite tantôt que les revenus. Bien, on le voit ici en pourcentage des revenus. Et on voit que ce n'est pas la catastrophe, que ça a déjà été beaucoup plus important, mais on passe de 10,5 cette année. Donc, les intérêts sur la dette représentent 10,5 des revenus que le gouvernement fédéral collecte. Puis dans 4 ans, on va être rendu à 13. Fait qu'il Puis faut juste. on est loin des niveaux pré-pandémiques aussi, là, on le voit très, très bien sur cette Bien, c'était diapositive-là. beaucoup plus bas dans les niveaux. Autour de la pandémie, c'était très bas, mais si on recule dans le temps, ça a déjà été beaucoup plus élevé. Là. Oui, Quand Paul Martin a fait son budget générationnel en 95, 94, là on était à 38 je pensais, des revenus fiscaux qui allaient à payer des intérêts sur la dette. Là, c'est ça, les gens ont le sentiment de ne pas en avoir pour leur argent parce que il y a 38 cents dans le dollar qui s'en va d'impôt qui sert juste à payer des intérêts. Là, on voit que ça a beaucoup diminué. Les taux d'intérêt ont aidé aussi. Là. On se rappelle, juste autour de la pandémie, les taux d'intérêt étaient extrêmement bas. Là, les taux reviennent un peu plus à la normale, mais bon, on voit qu'il y a quand même une petite tendance à la hausse sur qu'on regarde les intérêts sur la dette en pourcentage du PIB ou des revenus fiscaux. ce genre de Puis là, la projection, dette, ben, on voit que. j'ai un exemple, juste savoir, en termes quand on regarde ces projections-là, on assume que le coût de la dette va se maintenir dans le temps, dans le fond, donc le taux d'intérêt lorsqu'on s'endette va être Ben, stable on ou on prend des assume hypothèses parce qu'il y a beaucoup d'obligations de 10 ans qui ont été faites qui sont faites par qu'on le y va avec cette gouvernement. taux? Là. Fait qu'il y a il y a une portion qu'on sait que les taux sont stables pour X Stable, années. Puis bien après sûr. ça, il faut anticiper les renouvellements avec les taux escomptés au moment où les obligations seraient renouvelables. Euh,
Ici, puis on tient compte que la dette va être plus élevée aussi. C'est sûr que si à chaque année, on fait 50 milliards de déficit, la dette va être 50 milliards plus élevée, donc il faut en tenir compte également. Évidemment. Ouais. Ici, vous voyez, ce n'est pas la catastrophe encore une fois, mais on voit quand même, entre 2024-25 jusqu'à 2029-30, il y a une tendance où la dette en proportion du PIB va aller en augmentant. Mme Freeland, il y a un an à peine, elle disait, elle, qu'elle voulait que la dette en proportion du PIB soit en décroissance. On voit que là, le budget fait en sorte que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas l'explosion, mais c'est quand même un peu en croissance. On passe de 42,1 à 42 à 43 pendant les 4 prochaines années à peu près. Là. Et là, j'arrive donc aux mesures fiscales. Bon, je ne veux pas revenir longuement là, sur le gain en capital. On sait que ça a été annoncé, que ça a été enlevé. Donc, ça, c'est réglé. Mais dans l'annonce de hausser le taux d'inclusion du gain en capital, on avait aussi parlé qu'on voulait bonifier l'exonération cumulative. Donc, ça va avoir lieu, il n'y a pas de souci. Mais le dernier petit picot qu'on voit dans le bas de la diapo, dans le détour d'une page du budget, là, sous un tableau, là, donc pas de manière très explicite, on avait aussi dit, quand on augmentait l'inclusion du gain en capital, qu'il y aurait un nouvel incitatif pour l'entrepreneur canadien. Puis après ça, on avait bonifié, quand on voyait que c'était dur faire passer le changement de taux d'inclusion, on avait dit on va bonifier cet incitatif-là. Mais maintenant que le taux d'inclusion est revenu à ce qu'il était, bien, l'incitatif, c'est un mirage et il n'aura jamais lieu. Là, donc, il a été aboli, cet incitatif-là, pour l'entrepreneur canadien. Je pensais que c'était bon que vous soyez au moins au courant qu'on confirme cette annulation-là. Mais sinon, Puis, pour la bonification de l'exonération, ça, c'est maintenu tout ça, c'est de même. maintenu, oui. OK, donc c'est des choses qui sont maintenues. Parfait. Puis, pour les autres mesures déjà annoncées, bien, évidemment, là, la baisse, il y avait une baisse d'impôt qui était annoncée au 1er juillet, elle a eu lieu. Donc, on peut pas, les gens ne peuvent pas avoir une deuxième baisse d'impôt, elle a déjà eu lieu. Pour les autres provinces canadiennes. 15 à 14 je pense, c'est ça. Hein? Oui, on est rendu à 14 14. À vrai dire, comme c'est sur une demi-année que ça va s'appliquer, ça va être 14,5 pour l'année 25, là, parce que c'est à partir du 1er juillet. Donc, on a fait une règle de 3, puis on a dit ben, le taux officiel va être 14,5 pour 25, mais pour les années 26 et suivantes, c'est 14 le premier taux du barème est passé de 15 à 14 Mais hier, on a annoncé d'autres choses. Je ne sais pas jusqu'à quel point les personnes qui écoutent paient ou connaissent des gens qui paient des taxes sur les biens de luxe, mais la taxe sur les biens de luxe, elle est abolie pour 2 biens, donc les aéronefs et les bateaux. Et donc, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de taxes sur les biens de luxe pour aéronefs et bateaux. Bombardier faisait quand même une certaine forme de lobbyisme, mais en tout cas de représentation en disant que ça nuit à notre industrie pour la vente d'aéronefs. Donc, ça, c'est éliminé. Et il y avait aussi une taxe sur les logements sous-utilisés. Oui. Où là, les gens, il y avait une série de gens qui devaient produire des déclarations de taxes sur les logements sous-utilisés, même s'ils n'avaient pas à payer la taxe. Il y avait comme une certaine lourdeur administrative. Et là, on annule ça pour l'année 2025. Donc, les gens n'auront pas à la produire pour l'année en cours, ni évidemment pour les années suivantes. OK, donc ce serait plus sur une question de lourdeur administrative plutôt que de dire ben, le marché immobilier à Toronto, à Vancouver est peut-être en moins bonne santé, puis on veut éliminer ça. Donc, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une question de lourdeur administrative. Je suis allé parler un peu avec les fonctionnaires pour essayer de comprendre. Puis pour la taxe bien de luxe aéronef, on a dit ça fait des distorsions dans l'économie, puis pour ce que ça rapporte, on l'enlève. Puis pour les logements sous-utilisés, ce qu'on semblait dire, ben c'est plutôt, effectivement, il y a d'autres moyens d'atteindre les mêmes objectifs sans toute cette lourdeur-là administrative. Là. OK. En même temps, on aimerait ça, je pense, qu'il puisse éliminer plus de choses qui amènent de la lourdeur administrative, mais bon, ça Mais oui, mais c'est ça. Et l'élément le plus central en termes de fiscalité, donc ce qu'on appelle la superdéduction et la productivité, il y a un premier élément, c'était déjà annoncé dans la mise à jour économique de 2024, mais étrangement, ça n'avait pas été adopté depuis. Donc, on sait, là, il y a eu la mise à jour économique, la démission de la ministre des Finances, la prorogation la démission du premier ministre, la prorogation du Parlement, des élections. Mais le gouvernement s'était empressé à mettre la baisse d'impôt des particuliers dont on vient de parler au 1er juillet dernier. Mais tout ce qui concernait dire on va faciliter l'investissement de l'entreprise, ce qui avait été annoncé en décembre 2024, il n'y avait aucun projet de loi qui avait été redéposé en ce sens-là. Et là, on le réaffirme aujourd'hui, hier. Et donc là,
c'est beaucoup pour de l'amortissement. Donc, amortissement bonifié pour la première année pour certaines catégories de biens. Passation en charge immédiate, ça veut dire que pour certaines catégories de biens, au lieu de l'amortir sur un certain nombre d'années, on le passe à la dépense immédiatement. Donc, c'est ce qu'on avait mis en place pour lutter contre la présidence de Trump 1. Et Mhm. c'est ce qu'on avait réannoncé en 2024 pour lutter contre la présidence de Trump 2 là, avec les baisses d'impôts qu'il a fait. Donc ça, c'était déjà là. Mais ils sont venus élargir hier en disant, c'est non seulement le matériel de fabrication, transformation en usine qui se qualifiait à la passation en charge immédiate, on va maintenant ajouter la construction d'usines. Fait qu'on rajoute un autre 1,2 milliard sur 5 ans pour dire, si vous construisez une usine au Canada, cette usine-là, vous pouvez la passer en dépenses. Je dis Immédiatement. usine, là, mais c'est tout matériel bâtiment qui sert à la fabrication, transformation. Vous pouvez la passer entièrement à la charge pour l'année de mise en service. Donc ça vient quand même rendre l'investissement plus attrayant. Et ici, c'est un extrait du budget. Là. Ce qu'on vient montrer, c'est si vous investissez 1 million et qu'à à partir de ce million-là, vous faites un bénéfice, disons, de 100 000, quel impôt va être payable sur le bénéfice de 100 000 qui découle de votre investissement d'1 million? Et là, ça nous donne ici le taux d'imposition sur le bénéfice qui découle d'un nouvel investissement. Et c'est Mhm. là qu'on nous dit que le Canada était déjà attractif et va l'être encore plus que les économies, que les États-Unis, incluant le Big Beautiful Bill de M. Trump. Et donc, sur les nouveaux investissements, on va être extrêmement attractif. C'est sûr que si vous êtes une entreprise, puis vous dites, moi, je ne fais pas d'investissement, puis je continue à faire mes profits comme avant, bien, ça va être Ça les change taux rien. Ouais, normaux ouais. d'imposition fédérale et Québec qui vont continuer de s'appliquer. Là, Mais à ce moment-là, si je vois bien quand même, on était déjà plus intéressant que les États-Unis, que le reste de la moyenne du G7. Donc, est-ce que c'est, tu sais, donc tant mieux pour les entrepreneurs, dans le fond, tant mieux pour oui. l'investissement. Est-ce qu'on essaie avec ça d'attirer de l'investissement de l'extérieur au Canada ou Mais à la limite, vraiment, on je pense que essaie c'est de ça dynamiser? l'effort qui est fait, c'est OK. d'attirer puis de dire, mais est-ce que c'est suffisant? Là, le temps va nous dire si il y a de l'incertitude politique Ouais. avec Donald Trump, il y a de l'incertitude économique qui découle de l'incertitude politique. Puis là, ben là, on essaie d'atténuer, on essaie de donner une rentabilité financière à tout ça pour dire, mais si vous êtes un investisseur canadien ou vous êtes un investisseur étranger puis vous voulez venir investir au Canada, bien, sachez que le profit qui va découler de votre investissement va être à un taux effectif beaucoup plus bas qu'ailleurs dans le monde. Si on prend la moyenne du G7, est quand même 10 points plus élevée, là, Mhm. et 12 points plus élevés même. Et donc, c'est ça. Fait que ça rend l'investissement attractif. Cela dit, ça n'enlève pas l'incertitude économique et politique qui Voilà. existe Ouais. actuellement. Là. C'est une mesure, puis c'est Et des mesures qui sont pas temporaires. C'est des mesures qui, en théorie, sont, quoi, sont c'est- permanentes ou bien non, sont, c'est des sont mesures qui sont temporaires. Donc, regardez, là, temporaires, d'accord. et pour ce qui avait été annoncé à la mise à jour économique, ça avait déjà été annoncé pour lutter contre la première présidence de Trump. La mesure devait être en phasing out de 2024 à 2027. Et là, vous voyez, on repoussait le phasing out plutôt à partir de 2030, à partir de 2029, là, ou D'accord. 2030, là, on commençait à refaire le phasing out. Donc, voyons, donc, c'est des mesures qu'on vient mettre pour 4-5 ans avec un phasing out progressif. Et c'est ça l'idée. Mais c'est pas de le rendre permanent, mais qui sait dans 4-5 ans si on ne le rendra pas permanent. Là, si on voit que Mhm. ça donne des résultats en termes d'investissement. Puis il y a un dernier point qui peut peut-être être intéressant, c'est du côté de la recherche et développement. Encore une fois, il y avait déjà eu des annonces qui avaient été faites lors de la mise à jour économique, dire là, on veut élargir la recherche et développement, un taux bonifié qui est remboursable, on veut qu'il s'applique sur une quantité de dépenses plus élevée. Donc, avant la mise à jour économique, il y a un an, c'était sur le premier 3 millions. La mise à jour économique le faisait passer à 4,5 millions. Le budget d'hier le fait passer à 6 millions. Donc, on a doublé le montant sur lequel on avait un taux bonifié et remboursable de 35. Ça, c'est ce qui s'est passé entre la mise à jour économique et hier. Et tout ça est rétroactif au 16 décembre 2024. Donc, c'est quand même intéressant là, de comprendre que ceux qui ont fait de la recherche et développement, ils voient ce taux bonifié-là depuis pratiquement un an. Là. Et donc, il y avait déjà des coûts dans la mise à jour économique, puis là, on vient rajouter un 300 millions de coûts pour le passage de 4,5 à 6 millions
de maximum là, de plafond ou taux bonifié, là. Fait que moi, ça ferait le tour, là. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de mesures pour les particuliers. On peut en discuter, là, mais il y a, ça ferait le tour là, des éléments là, un peu plus majeurs qu'on peut retrouver dans le budget du ministre Champagne d'hier, là. Je pense que c'est un très, très bon tour d'horizon. À la limite, je pense que la majorité des gens ont tellement été surpris par certains des changements des dernières années que peut-être le fait de ne pas avoir autant de changements cette année au niveau de la finance des particuliers, c'est pas nécessairement une mauvaise chose non plus. Je serais curieux aussi, par rapport à. Tu étais dans le huis clos, dans le fond, hier, là, Luc. C'est quoi la réaction de la majorité des intervenants à ce budget-là? Est-ce que les gens s'attendent à ce qu'il y ait vraiment un vrai effet? Est-ce que les gens sont optimistes? Ou curieux, c'est pas votre travail de commenter là-dessus Ouais. nécessairement. Là, vous êtes supposé Ben, être un peu plus. c'était vraiment partagé. Tu sais, les gens Ouais. s'attendaient, tu sais, parce que comme le ministre avait levé les attentes, ben, les gens s'attendaient à ce que ce soit un budget extrêmement costaud, long à lire. Puis là, ben, tout le monde disait, mais il n'y a rien pour les particuliers. Tu sais. Mais là, c'est ça, il n'y a rien pour les particuliers parce qu'ils ont mis la baisse d'impôt au 1er juillet. Mais s'ils l'avaient annoncé aujourd'hui, ben, hier, on aurait de quoi un peu à dire pour les particuliers. Là, tu sais, c'est ça. Là. Donc, on oublie, là, mais tu sais, il y a aussi baisse d'impôt pour les particuliers au 1er juillet, mais il y a aussi pour le logement, enlever la TPS sur l'achat Ouais. d'une maison neuve, puis il y a aussi le plafond d'admissibilité des maisons neuves là-dedans. Donc, c'est sûr que si on fait des gestes en cours de route, ben, il y en a moins annoncé il y en a moins annoncé dans le budget, là. Évidemment. C'est une bonne chose que tu mentionnes. Donc, en termes d'accessibilité au logement, il y a certaines mesures qui ont été annoncées, mais rien de nouveau qui n'avait pas déjà, dans le fond, coulé là, jusqu'à un certain Non, point. non, c'est ça. Puis c'est ça, tu sais, rien de majeur. Mais peut-être qu'on n'a pas besoin de faire quelque chose d'autre majeur. Mais je pense que dans les prochaines années, il va falloir réfléchir, est-ce que l'accès à la propriété, c'est un véritable enjeu? Puis est-ce que les outils fiscaux comme RAP, CELIAP et tout ça, dans le fond, donnent plus d'argent à la personne, mais qui vient augmenter Le la coût, conséquemment. demande? Ouais, Est-ce que voilà. c'est Ouais. la bonne façon? Tu sais, est-ce qu'il faut davantage jouer sur l'offre que jouer sur la demande? Les économistes ont tendance à dire qu'il faudrait davantage jouer sur l'offre, donc faciliter la construction au lieu de donner de l'argent aux gens pour qu'ils viennent faire de la surenchère sur un nombre limité de nouvelles résidences. Donc, tout ça, c'est le défi des prochaines années, là. Exact. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mesures qui sont annoncées qui permettent de limiter le red tape un peu, là, limiter dans le fond justement la lourdeur de l'appareil gouvernemental à accepter des projets puis à faire bouger les choses rapidement, là, si je comprends bien. Là. Non, puis c'est peut-être pas au gouvernement fédéral, par contre, de le faire, mais Vrai, ouais. effectivement, il y a une réflexion à y avoir de ce côté-là, là, du côté municipal, notamment, là. Hmm. Puis on a parlé un peu de transfert aussi, donc transfert aux provinces. Est-ce qu'il y a des choses particulières qui ont été annoncées? Est-ce qu'on devrait s'attendre à des demandes particulières? Est-ce que le gouvernement de François Legault va être content? Est-ce qu'ils vont. Donc, je suis comme curieux de savoir quelle était la Ben, réaction des gens aussi hier à sur le ça. plan des transferts fédéraux, là, péréquation, transfert santé, transfert programmes sociaux, tu sais, c'est des programmes qui suivent leur cours traditionnel, donc il n'y a pas vraiment de changement. Il y a quand même des programmes là, avec des dizaines de milliards en jeu que le gouvernement fédéral a annoncé en disant ben, si les provinces font, notamment pour la construction d'hôpitaux, etc., là, donc des programmes qu'on pourrait appeler dédiés et à frais partagés. Donc, le fédéral offre de mettre de l'argent sur la table, mais à la condition que les provinces acceptent de mettre le même montant d'argent pour faire des priorités identifiées par le gouvernement fédéral. Donc, dans les prochaines semaines, ça sera intéressant de voir la réaction du gouvernement du Québec qui, d'un côté, va être content de voir de nouvel argent, notamment pour, mettons, construction d'hôpitaux, mais de l'autre, Fédéral Québec est toujours un peu réticent à se faire dire quoi faire dans les champs de compétences des provinces, Provincial. là. Ouais, voilà, Ouais. dans le fond. Fait que en tout cas, on va voir exactement ce qui va se passer. Puis je pense que je voyais les sommes de quoi, de 5 milliards qui ont été annoncées comme transfert pour ce qui est de soins de santé. Mais 5 milliards, j'ai pas l'impression que ça nous amène aussi loin qu'auparavant, là, disons, là, quand on regarde ce qu'on Tout peut faire à avec fait. un 5 Puis il y a milliards. d'autres milliards pour d'autres types d'infrastructures, mais ça va toujours rester avec un matching que les provinces doivent mettre le même montant que le fédéral sur la table, là. OK. Fait que, écoute, la dernière chose à discuter, c'est les chances d'adoption, ce budget-là. Dans le fond, encore une fois, tu n'es peut-être pas un expert en politique, mais quand même, est-ce que justement, il y avait des discussions hier à savoir est-ce que les chances sont assez élevées? Je pense que le budget va passer. On n'a pas, on Je n'a pas pense fait ce qu'on qu'on a fait ce peut. matin ensemble pour rien, j'espère. Non, je ne crois pas qu'on le fait pour rien, d'autant que dans les 24 dernières heures, il semble y avoir un député conservateur qui a changé de camp et il s'en va Oui, chez les oui. libéraux. Donc, le nombre de députés manquants pour avoir un vote majoritaire est rendu à 2 ou 3 députés. Donc, c'est quand même assez modeste.
Puis, faut regarder là-dedans, est-ce que tous les partis politiques ont un intérêt à avoir un déclenchement d'élection? Je pense que non, dans un contexte comme ça. Le budget, je pense pas qu'il y a grand monde qui va souhaiter que le budget soit défait Mhm. Je comprends. de manière claire et directe, là. Peut-être qu'on peut le dire quand on fait de la politique, comme certains partis d'opposition pourraient dire, oui, oui, nous, on veut absolument que le budget soit défait. Mais dans les faits, la probabilité qu'il le soit Ouais. doit avoir beaucoup diminué au cours des dernières heures. Oui, le dire et le faire, c'est deux Ouais. choses en tant que tel. Est-ce qu'on a un prochain budget encore au printemps, maintenant qu'on en a eu un à ce point-ci, dans le fond, Non, à l'automne? Pas du tout, non? le ministre Champagne a dit que tant qu'il sera là, le budget se fera dorénavant à l'automne. Ah, d'accord. OK. Donc, il Donc, faut un petit voir, changement. c'est pas une mauvaise chose comme telle. Dans le contexte électoral actuel d'un gouvernement minoritaire, il y a peut-être un peu de politique à l'avoir mis à l'automne, parce que ça veut dire que si on défait le budget, il faut bien comprendre que les élections ont lieu autour de la dinde, là. Tu sais, ça nous amène à des élections à Noël. Oui. Peut-être que là, il y a un peu de stratégie là-dedans. Cela dit, je pense qu'il y a une certaine logique à ce que le budget soit à l'automne, là. Donc, c'est pas choquant, là, puis ça se fait ailleurs, là. Non, d'accord. Mais, Luc, je vais te remercier. Écoute, je pense que c'est la 5e fois qu'on fait Oui. l'exercice. Donc, un grand merci d'avoir pris part à l'aventure quand on était en pandémie, puis c'était un peu bizarre de faire ça par Toujours un plaisir. vidéoconférence. Mais vraiment, merci de t'être joint à nous encore une fois ce matin. Merci d'avoir écouté cette balado-diffusion Dialogue Fidélité. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Dialogue Fidélité sur la plateforme de balado-diffusion de votre choix. Et si vous aimez ce que vous entendez, laissez un commentaire ou une note de 5 étoiles. Pour plus de renseignements sur les webmissions en direct à venir, veuillez consulter fidélité.ca. N'oubliez pas de suivre Fidélité Canada sur LinkedIn, YouTube et Instagram et de vous abonner au Dialogue Fidélité sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Nous conclurons la balado-diffusion d'aujourd'hui par une note légale. Les opinions exprimées dans cette balado-diffusion sont celles des participants. Elles ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Fidélité Investissement Canada, SRI, ou de ses sociétés affiliées. Cette balado-diffusion est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être interprétée comme des conseils en placement ou des conseils d'ordre juridique ou fiscal. Elle ne constitue pas une offre d'achat ou de vente et Fidélité n'appuie, ne recommande ou ne parraine aucun des titres ou des entités mentionnées. Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les placements dans les fonds sont assortis de frais, de dépenses et de commissions. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!